Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation à votre retour de Paris. Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait là-bas, nous dire ce que vous avez su, ce que vous savez sur la suite du processus après la récente déclaration du président de la République qui semble reprendre l'initiative dans le dossier calédonien. Nous parlerons également de la situation économique du territoire. Mais pour commencer, bien sûr, Nicolas Metzdorf, une question d'actualité. On a appris dans la nuit pour nous la remise en liberté de Christian Théin. Vous avez réagi en indiquant que sa participation à une négociation politique apparaît inenvisageable. Mais tout de suite, est-ce que vous avez été surpris par la décision de la Cour d'appel de Paris? Cette fois-là, non, parce que la première surprise remonte il y a quelques jours où on avait déjà eu, si vous voulez, le sentiment que Christian Théin allait être libéré malgré la mobilisation du parquet de Nouméa. Moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, c'est incompréhensible. Christian Théin, il est responsable de la CCAT et du soulèvement et de l'insurrection qu'il y a eu le 13 mai dernier et qui a détruit l'économie calédonienne et la vie de milliers de Calédoniens. Donc libérer Christian Théin à quelques encablures de l'ultime négociation sur l'avenir du pays est un très mauvais message envoyé par la justice française. La deuxième chose, c'est que Christian Théin, il n'est pas acquitté, il n'est pas gracié. Christian Théin, il est sorti de sa détention provisoire, mais il reste mis en examen pour des chefs d'inculpation graves. Il est sous contrôle judiciaire et il ne peut pas quitter le territoire métropolitain pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas une victoire politique ni judiciaire de Christian Théin. Christian Théin reste aujourd'hui soupçonné d'être responsable des émeutes en Nouvelle-Calédonie selon la justice. Donc la justice, elle se poursuit et j'espère qu'elle pourra être sévère lorsque son procès arrivera. Pourtant, le FLNKS et vos collègues parlementaires, Robert Rowy et Emmanuel Tjibaou, se félicitent de la libération de ce qu'ils appellent bien sûr leurs prisonniers politiques. Ça ne vous surprend pas qu'ils soient satisfaits aujourd'hui? Ils font de la politique, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'y réponds, c'est-à-dire qu'ils font passer cette sortie d'incarcération de Christian Théin pour une victoire politique. Il faut simplement leur rappeler, comme on le rappelle à tout le monde, que Christian Théin reste mis en examen. Aujourd'hui, Christian Théin, il n'est pas innocent. Il est présumé innocent selon la justice, évidemment, mais c'est toujours lui qui est soupçonné d'être responsable de la situation du 13 mai, et donc on attend son procès. Alors vous dites qu'il est inenvisageable qu'il participe à une négociation politique. Vous pensez que le FLNKS va essayer de le faire inviter à la table des négociations? Je ne sais pas, on va bien voir, mais ça c'est nous une condition qu'on pose à l'État tout de suite, c'est-à-dire que moi à titre personnel, et je suis sûr que l'ensemble des loyalistes suivront, moi je n'irai pas à la table des négociations avec Christian Théin. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour quelques négociateurs indépendantistes qui sont aujourd'hui autour de la table. Il ne faut pas trop nous en demander quand même. Pour venir au reste de l'actualité, vous êtes parti, vous avez quitté la Calédonie le 19 mai, Nicolas Metzdorf. Vous avez parlé à ce moment-là d'un flou artistique depuis l'échec des discussions à débat. Maintenant que vous avez passé quelques temps à Paris, est-ce que vous avez le sentiment d'y voir un peu plus clair? Ah bah oui, c'est aujourd'hui beaucoup plus clair. Le président de la République a repris le dossier et il a invité tout le monde à Paris pour juillet, début juillet certainement, pour un sommet sur la Nouvelle-Calédonie afin de tenter une dernière fois de trouver une solution à notre impasse politique. Donc on était parti de là avec un échec de débat, avec un ministre Valls qui avait annoncé des élections provinciales au plus tôt, puis finalement pas trop. Il y a un comité de suivi qui allait être organisé. Enfin, c'était vraiment le flou artistique pour le coup. Et là, on a quand même aujourd'hui un tempo qui est beaucoup plus clair avec un responsable qui est beaucoup plus clair aussi. Alors vous avez été reçu, quelques jours après votre arrivée à Paris, vous avez été reçu par le président de la République. Il y a eu une fameuse photo sur laquelle vous avez la main sur l'épaule d'Emmanuel Macron. Ça a fait un peu de bruit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rendez-vous? En général, on est assez discret sur ce que dit sur un entretien avec le président de la République, mais dans quel état d'esprit qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, quoi? Non, mais sans trahir de grands secrets, on peut retenir plusieurs choses. Un, c'est qu'il reprend le dossier. Moi, c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, attention, nous, aujourd'hui, on a un ministre des Outre-mer qui a pris position pour l'indépendance association de la Nouvelle-Calédonie, donc pour les indépendantistes.
Pour nous, c'est quand même rédhibitoire pour la suite des négociations. Donc, on a besoin aujourd'hui du président de la République dans le dossier calédonien, puisqu'on touche à l'intégralité et à l'intégrité du territoire de la République française. La deuxième chose, c'est que ce qu'on sait et ce que le président de la République m'a dit, c'est que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie sera dans la France, parce que les 3 référendums sont actés. C'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé lors de sa déclaration à Nice. Il y a eu 3 référendums qui maintiennent la Calédonie dans la République française, donc ça c'est un fait. Donc je pense qu'on peut retenir 2 choses. 1, c'est le président de la République qui pilote le dossier. 2, le futur statut sera dans la France. Alors Manuel Valls a réagi lui aussi, il s'est beaucoup exprimé dans les médias ces derniers temps. Et quand on lui a parlé de votre rencontre avec le président de la République, il a répondu que vous n'étiez pas le porte-parole du président de la République. Manifestement, ça l'a agacé, cette... Ouais, je comprends que ça l'agace, mais c'est pas mon sujet. Non, mais il a dit ça quand j'avais annoncé que le président de la République allait prendre la parole pour inviter les Calédoniens à Paris. Donc il a dit non, mais c'est pas vrai, Nicolas Mesdorf n'est pas le porte-parole du président de la République. Quelques jours après, le président de la République invite tous les Calédoniens à Paris. Donc il faut croire que j'ai des meilleures relations et plus d'informations que Manuel Valls auprès du président de la République et de l'Élysée. Chacun connaît la relation particulière et difficile qu'il y a entre le président de la République et Manuel Valls, qui date d'ailleurs de l'époque du Parti socialiste et du gouvernement de Valls, d'ailleurs, dont Macron était le président de la République était à l'époque le ministre de l'économie. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont désormais très claires. Le président de la République est à la manœuvre sur le dossier calédonien. Il a toujours été clair sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Donc moi j'entends tous ceux qui s'expriment là en ce moment, des grands experts sur la Nouvelle-Calédonie, des analystes qui n'ont aucune information. Celui qui a vu le président de la République, c'est moi. Je sais ce qu'il m'a dit, le président de la République. Donc voilà, je ne peux pas dire plus que ce que je dis là. Alors, le président de la République qui a reparlé de la Nouvelle-Calédonie, si on peut dire, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, c'était à Nice, avec, en marge d'un sommet, enfin pendant le sommet France-Pacifique, où là, donc, il confirme la tenue d'un sommet à Paris pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes et réussir à avoir un projet nouveau. Ce projet nouveau que vous, Emmanuel Macron, est-ce qu'on sait ce que c'est? C'est pas le même que Manuel Valls, vous en avez la certitude? C'est un projet nouveau. Donc, par définition, c'est pas le même que Manuel Valls. Non, mais ce que je trouve d'intéressant, moi, dans la déclaration du président de la République, ce qu'il y a quand on lit entre les lignes. 1, il dit qu'il y a eu 3 référendums qui ont maintenu la Calédonie dans la France. Bon, ça c'est fait. 2, que désormais, les référendums, c'est peut-être pas la bonne solution. Parce qu'on a besoin de consensus et de dialogue. Ça veut dire que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, il n'y aura pas de référendum binaire, oui ou non à l'indépendance. Au pire, il y aura un référendum de projet qui sera une validation d'un accord trouvé, ou il n'y en aura plus. C'est ça que ça veut dire de la part du président de la République. Donc moi, je trouve que sa déclaration à Nice, elle est positive pour nous. Vous êtes d'accord avec lui quand il dit que un référendum, ça ne correspond pas à la culture du Pacifique, à la culture océanienne, à la culture mélanésienne? Ça vous paraît une... Vous savez, je ne suis pas sûr que si le oui l'avait emporté, qu'on puisse dire que ça ne correspondait pas à la culture océanienne ou pacifique. Les indépendantistes nous auraient dit que la démocratie, c'était très important et que même s'ils gagnaient avec une voix d'avance, il fallait respecter la démocratie. Donc non, moi, je me méfie toujours de ce genre de déclaration. Mais je pense que c'est une façon aussi de vendre le fait qu'un prochain référendum n'est pas envisageable, en tout cas un référendum binaire n'est pas envisageable. Je trouve que si c'est dit comme ça, et je pense que c'est dit comme ça, c'est plutôt malin. Est-ce que vous avez des informations d'ores et déjà sur la date, le format, les thèmes abordés? Est-ce que l'objectif, un projet nouveau, ça veut dire nouvel accord? Est-ce que vous en savez un peu plus sur les intentions d'Emmanuel Macron, ou c'est encore trop tôt? Alors, le point négatif d'avoir le président de la République à la manœuvre sur le dossier calédonien, c'est qu'il a moins de temps que le ministre des Outre-mer. Donc ça met plus de temps en termes de logistique, parce qu'il faut que les invitations partent, il faut déterminer qui est invité, quels sujets seront mis autour de la table, l'économie, le social, la sécurité, l'institutionnel c'est sûr, quel format de négociation pour chaque thème, le lieu, etc. Donc les billets d'avion, enfin il y a toujours une grosse logistique derrière ces invitations. Et donc le temps d'arbitrage du président de la République est toujours beaucoup plus long qu'un ministre des Outre-mer, parce que là il est entre le Groenland, les États-Unis, voilà, donc il fait énormément de choses, donc ça prend un peu plus de temps. C'est le prix à payer pour avoir directement le président de la République. Donc pour répondre concrètement à votre question, on sait que ça sera début juillet, première quinzaine de juillet certainement.
On sait, moi, ce que m'a dit le président de la République, c'est qu'il voudrait faire, en plus du format institutionnel purement politique de négociation sur le futur statut, un format économique et social, parce que aussi, la politique institutionnelle, c'est bien, mais la Calédonie aujourd'hui souffre d'une grave crise économique et sociale, les chefs d'entreprise, les salariés, et donc il veut aussi traiter ce sujet, et on sait très bien qu'il est très attaché toujours aux questions économiques et sociales, le président de la République. Donc il y aura un format aussi qu'on n'avait pas eu jusque-là. Alors à Paris, vous n'avez pas seulement rencontré le président de la République, hein, vous avez eu des tas d'autres rendez-vous. Et en plus, vous êtes arrivé, enfin vous étiez à Paris au moment des émeutes consécutives à la victoire du PSG. Ça vous a rappelé ça vous a rappelé des choses? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et est-ce que c'est pas inquiétant de voir ces mouvements urbains qui se multiplient et des forces de l'ordre qui parfois semblent un peu dépassées par la situation? Je crois qu'aujourd'hui, on vit une décivilisation de notre société avec une jeunesse de plus en plus violente. Et c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas en France métropolitaine, mais c'est le cas aussi dans tous les pays qui se développent. Donc je crois qu'on a besoin, que ce soit en métropole ou ici en Nouvelle-Calédonie, d'un retour de l'autorité qui soit très fort. Je pense que l'arrêt du service militaire a été une énorme erreur de la part de Jacques Chirac. Que ce soit pour les métropolitains ou pour les Calédoniens d'ailleurs, parce que c'était la dernière autorité qui rattrapait une jeunesse qui peut-être n'en avait plus chez leurs parents, ou en tout cas dans la religion, ou dans la coutume. Quand on avait tous perdu de l'autorité, il y avait le service militaire, la République finalement, parce que le service militaire, hein, c'est un peu caricatural, mais quand on dit service militaire, c'est la République. Donc la République, à un moment donné, rattrapait tout le monde. Et aujourd'hui, elle ne le fait plus. Elle ne le fait plus, et je pense qu'elle a besoin de le refaire. Donc il y a des gens au gouvernement comme Bruno Retailleau qui font un bon travail, mais la réponse seulement avec des gendarmes et des policiers ne suffira pas. C'est une réforme de fond qu'il faut opérer dans notre société pour remettre de l'ordre finalement dans la tête d'une jeunesse qui aujourd'hui est sans repère. Ouais. Mais justement, dans ce contexte que connaît la métropole, est-ce que la Nouvelle-Calédonie intéresse encore dans la classe politique et dans les médias, puisque vous avez été reçu, enfin on vous a vu et entendu sur plusieurs médias pendant ce séjour. Les journalistes s'intéressent à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou... Malheureusement, pas assez. Ils s'intéressent que quand il y a des choses assez graves qui se passent. Hein. Bon, là, j'en ai fait quelques-uns ce matin parce que, bien sûr, ils sont intéressés par la libération de Christian Théin, mais je crois qu'on a besoin de les sensibiliser plus sur qu'est-ce qui se passe institutionnellement pour la Nouvelle-Calédonie et l'impact que ça a pour la France. Parce que nous, bien sûr, on est concentrés sur notre territoire et c'est bien normal. Mais pour la France, c'est aussi quelque chose d'important qui se passe en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que si la France, ici, cède à la violence en proposant un statut d'indépendance association, parce que c'est ça, hein, après avoir voté 3 fois non, normalement, la Calédonie est française et intégralement française. Si on commence à négocier de l'indépendance association, c'est que derrière, on a eu peur du 13 mai et on a peur d'un nouveau 13 mai. Et donc, si on réagit comme ça par la peur de la violence, eh bien, la France va perdre quelque part son emprise sur l'ensemble des océans. La Nouvelle-Calédonie d'abord, ensuite ça sera Mayotte avec la pression des Comores et de la Russie, après ça sera la Guyane, après ça sera la Polynésie française. Hein. J'entends Manuel Valls, inspiré par ce qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie, qui commence à parler d'un référendum d'autodétermination en Polynésie française. Donc il faut faire attention à ce que la France ne subisse pas un déclassement qui soit général, en perdant ce qui fait aujourd'hui une de ses richesses et une de ses forces, c'est-à-dire sa présence sur l'ensemble des fuseaux horaires du globe. D'ailleurs, c'est la question que vous avez posée à Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Quelles sont les ambitions de la France? Vous avez, Oui, parce que vous avez été rassuré par sa réponse? Non, pas du tout. Enfin, c'est rare que Manuel Valls me rassure. Je crois qu'il ne m'a jamais rassuré, mais je trouve que c'est une question que nous aussi, on doit poser à nos collègues métropolitains. Attention, le dossier calédonien ne concerne pas que les Calédoniens. Ça concerne l'intégralité de la République française. Et la France recule partout. Je vois aujourd'hui que l'Israël attaque l'Iran. Aujourd'hui, toutes les puissances du monde, toutes les grandes puissances du monde cherchent à s'agrandir. La Chine cherche à récupérer Taïwan, la Russie cherche à récupérer une partie de l'Ukraine avec la Crimée et maintenant le Donbass. Le président va au Groenland. Pourquoi? Parce que Donald Trump essaye de récupérer le Groenland. Il n'y a que la France qui recule.
dans ses propres territoires d'ailleurs, qui ont choisi d'ailleurs de rester pourtant français. Donc, à un moment donné, la France doit aussi se poser des bonnes questions. Est-ce que l'ensemble des signaux envoyés sont positifs? C'est-à-dire que quand on vote pour la France à Mayotte et qu'on recule face aux Comores, quand on vote pour la France en Nouvelle-Calédonie et qu'on recule face à Christian Théin et qu'on propose sa sortie de prison, quel message on envoie en termes de grandeur de la République et de grandeur de la France? Moi, je pense que c'est mon rôle de député aussi. Je ne suis pas que député de la Nouvelle-Calédonie, je suis aussi un député de la nation. Et je crois que c'est une manière pour moi de les interpeller, de leur faire prendre conscience qu'attention, la Calédonie n'est qu'un bout du puzzle et que si on perd une pièce, eh ben finalement, c'est le puzzle entier qui risque de s'écrouler. Mais justement, vous avez rencontré d'autres personnalités politiques. Alors, Bruno Retailleau notamment, vous avez rencontré Nicolas Sarkozy, je crois, vous avez rencontré... Quel est leur état d'esprit? Est-ce que ces gens-là sont encore intéressés, eux, par la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'ils voient les enjeux dont vous nous parlez, là? Oui, oui. Alors, bien sûr, parce qu'après, on parle de Bruno Retailleau, on parle de Nicolas Sarkozy, qui sont des hommes d'État, par définition. Donc, ils ont conscience de la grandeur de la France. Mais ce qu'on constate, c'est que l'État aujourd'hui, et ce n'est pas que des grands hommes, l'État, hein, c'est aussi des ministres qu'on connaît moins, des administrations qui tiennent quand même les politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, la France est quand même une forme de bureaucratie, quelque part. Ils ont tellement de soucis sur place, avec une crise économique, avec une crise sociale, avec une crise sécuritaire, avec une crise finalement de guerre à proximité de leur frontière avec l'Ukraine, qu'ils ont tendance aussi à se recroqueviller sur eux-mêmes. Et donc, ils ne voient plus finalement l'image large que doit avoir la France. Hein. Le général de Gaulle disait la France ne peut être que la France si elle est grande. Hein. Quelque part, ils ont un peu oublié cette phrase du général de Gaulle et c'est mon rôle de leur rappeler ça. Voilà. Alors, vous n'étiez pas en Nouvelle-Calédonie, en revanche, lors de la visite de Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la croiser avant ou après. Elle a proposé une nouvelle méthode, une pause institutionnelle, un développement économique, un référendum dans 40 ans. Elle a été un peu chahutée en Nouvelle-Calédonie. Comment vous expliquez ce nouveau positionnement du Rassemblement national? Est-ce que c'est inquiétant pour la suite, puisque c'est quand même l'un des groupes les plus importants, le groupe le plus important à l'Assemblée nationale? Non, mais je crois que, et je l'ai dit dans un de mes écrits, Manuel Valls comme Marine Le Pen sous-estiment les non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des gens qui pensent que la Nouvelle-Calédonie, ce sont des indépendantistes kanaks et des autres qui sont arrivés comme ça par hasard, un peu perdus, sans histoire, sans racines, sans culture, sans conviction, et qui sont un peu là pour faire de l'argent et accumuler des biens en Nouvelle-Calédonie. Mais attention, les non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, c'est une population majoritaire, c'est une population qui s'est toujours mobilisée depuis 40 ans pour défendre la Calédonie française. Et donc on ne peut pas arriver et leur expliquer que finalement, il faut peut-être réfléchir à être intelligent avec des gens qui ont tout cassé parce que de toute façon, l'histoire et le chemin un peu automatique qu'a la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance. Attention, nous, on a des valeurs. On vient d'une grande civilisation quand même. Hein. C'est la démocratie, pour nous, ça veut dire quelque chose. L'état de droit, pour nous, ça veut dire quelque chose. La sécurité et l'égalité entre tous les citoyens, ça veut dire quelque chose. Donc Marine Le Pen, elle ne peut pas arriver avec une forme de condescendance et expliquer aux Calédoniens, victimes des émeutes, ce qui serait bon pour eux. Voilà. Je trouve qu'elle nous a sous-estimés. Et c'est toujours l'erreur que font les élites parisiennes, c'est qu'ils nous sous-estiment. Et à chaque fois, après, ils sont surpris de nos réactions et de notre combat. Donc, j'espère pour eux un jour qu'ils arrêteront de nous sous-estimer, parce que pour l'instant, l'histoire nous donne raison. La Calédonie, elle est toujours française et elle va le rester. Donc, il faut qu'ils aient un peu plus d'humilité. Eux qui aiment bien, d'ailleurs, reprendre ce terme respect-humilité à toutes les sauces, il faudrait qu'ils soient un peu plus respectueux et humbles envers les non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Mais alors, les indépendantistes sont meilleurs que vous en lobbying, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils attirent un certain nombre de sympathies de gens qui ne connaissent pas forcément, ou qui connaissent bien d'ailleurs le dossier calédonien. Est-ce qu'il y a moyen de renverser la vapeur à un moment? Je ne crois pas que les indépendantistes soient meilleurs que nous. Je pense que les élites parisiennes sont dans la repentance coloniale. Enfin, vous voyez la France, ce n'est pas le pays aujourd'hui le plus ferme et le plus dur du monde envers des émeutiers, envers des casseurs. Vous voyez que LFI arrive à mettre 50 000 personnes place de la République parce que Rima Hassan est parti faire des selfies sur un bateau à quelques encablures d'Israël. Attention, il y a une forme de baisse aussi d'autorité et puis de ce que doit être la France, comme je le disais tout à l'heure. Donc,
Aujourd'hui, il y a cette faiblesse-là aussi dans la politique française. Et donc, notre rôle aussi, c'est de faire exister, et il en existe, hein, des gens qui soient de notre côté. Je pense à François-Xavier Bellamy qui est venu en Nouvelle-Calédonie et qui a réaffirmé des choses. Vous avez tenu à intervenir en visioconférence depuis Paris, d'ailleurs, pendant Voilà. sa Donc réunion publique. alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'interviens pour DLR, il n'y a pas de problème. On a vu que Madame Knafo, Madame Marion Maréchal tiennent aussi très bien la route sur la Nouvelle-Calédonie. Mine de rien, le président de la République, la Macronie, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'en Calédonie, il ne fait pas l'unanimité, mais pour l'instant, ça tient la route sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vrai qu'il y a une agitation aujourd'hui de la gauche et maintenant du RN qui semble avoir basculé, mais le centre, la droite, quand même, continue de défendre une certaine idée de la Nouvelle-Calédonie française. Et comme député Renaissance, vous vous sentez à l'aise? On a vu notamment dans une des interviews auxquelles vous étiez, où les gens avaient l'air un peu étonnés d'entendre un député Renaissance parler de cette manière-là. Moi, à Renaissance, je suis très à l'aise sur le dossier calédonien, parce que sur le dossier calédonien, les choses ont toujours été très claires. Moi, j'ai un groupe qui me fait extrêmement confiance. Gabriel Attal, d'ailleurs, a tenu à réaffirmer tout le soutien qu'il avait pour moi sur ma ligne concernant la Nouvelle-Calédonie. Donc, sur le dossier calédonien, il n'y a aucun sujet. Après, c'est vrai qu'au niveau national, je pense que je suis beaucoup plus à droite que l'épicentre Renaissance, mais c'est pas bien grave. La priorité à la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, en Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup politique, beaucoup avenir institutionnel, mais aussi, et peut-être pas assez, de l'économie. La situation économique est catastrophique. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez pu vous pencher également à Paris? Et comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on va arriver à relancer la machine? Alors il y a le problème des allocations chômage qui terminent au mois de juin, il y a le problème de la reconstruction, le problème de la filière nickel. Enfin, on a l'impression que tout s'est effondré là. Moi, j'ai un rôle particulier, même si on ne le voit pas beaucoup sur cette question de reconstruction économique. C'est que moi, je m'assure que les budgets de l'État sont maintenus. Parce que je suis à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ma commission. Et donc, je fais partie des députés qui étudient régulièrement le budget de l'État, donc le budget de la France de manière générale. Et donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les sommes annoncées à la Nouvelle-Calédonie soient maintenues et préservées à la Nouvelle-Calédonie. Parce que vu qu'il y a des dégâts ailleurs, il se peut très bien que si nous, on mette du temps à exécuter nos crédits, que la France en récupère pour en envoyer à Mayotte ou même sur le territoire métropolitain. Donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai vu d'ailleurs les ministres à Bercy pour m'assurer que les budgets étaient maintenus et préparer le budget 2026, parce qu'on a eu 1 milliard et quelques d'euros, évidemment, pour cette année 2025. Mais on va avoir aussi besoin d'argent en 2026. Donc je suis déjà, moi, sur la préparation du budget 2026 de l'État. La deuxième chose, c'est que la filière nickel est une filière qui m'inquiète énormément. J'ai vu Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, sur ce sujet, parce que l'annonce de Christelle Bory du départ, quelque part, d'Eramet de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui pose un certain nombre de questions sur le maintien de l'usine de Doniambo et de l'activité de la SLN sur l'ensemble du territoire. Donc, moi, les engagements que j'ai eus jusqu'ici, c'est que, évidemment, tout allait être maintenu jusqu'à temps qu'un nouvel éventuel repreneur soit présent. Je trouve que ce qui se passe sur la filière du nickel, aujourd'hui, est aussi une opportunité. Moi, j'aime bien voir aussi le verre à moitié plein. Je trouve que ça fait quelques années déjà qu'Eramet ne réinvestissait plus dans l'outil calédonien. Et l'État, qui aujourd'hui paye à la place d'Eramet, parce que la France aujourd'hui finance la SLN. Ça reste l'un de ses actionnaires voilà. importants. Quand même. Oui, d'accord, mais via Eramet, où l'État est minoritaire. Donc à un moment donné, les privés d'Eramet ne mettaient plus d'argent. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on aille chercher des personnes qui croient au nickel calédonien et qui n'aient pas peur d'investir. Donc je pense qu'aussi, on va profiter des discussions institutionnelles à Paris pour voir ce qui est possible de faire sur la filière nickel sur l'ensemble du territoire calédonien. Je pense qu'on a aujourd'hui l'opportunité d'avoir une véritable stratégie de nickel à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie qui puisse rapporter de l'argent. On sait aujourd'hui que nos usines sont peu compétitives. On sait qu'on peut essayer de faire de l'argent avec de l'export brut, parce qu'aujourd'hui, il y a des petits mineurs qui gagnent de l'argent grâce à ça. Il faut qu'on réfléchisse à comment on peut améliorer notre nickel qui reste quand même aujourd'hui
finalement notre richesse principale en termes de création d'emplois. Mais après le refus du pacte nickel, l'État est encore prêt quand même à Oui, faire alors l'effort. c'est la grosse discussion qu'on a eue avec eux. C'est-à-dire, ils me disent, oui, mais monsieur Mézorf, vous êtes bien gentil, mais vous avez refusé le pacte nickel. Je dis, attendez, déjà, c'est les indépendantistes et Calédonie Ensemble qui ont refusé le pacte nickel. Nous, on l'a soutenu. Et maintenant, peut-être que vu l'état de la situation, en ayant refusé le pacte nickel, c'est quoi, hein? C'est l'État qui payait 50% de la facture énergétique des usines, hein, 24 milliards de francs par an. Il faut remettre le dossier sur la table. Et je suis sûr que cette fois, on va retrouver une majorité. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi, c'est un sujet qui... Excusez-moi de faire une digression, mais on voit bien que dans le contexte actuel, on a besoin de l'argent de la France pour tout. Pour le secteur du nickel, pour le financement de nos petites entreprises. Là, les aides qu'on a fait aux patentés à travers l'argent de la province, par exemple, c'est grâce à l'argent de l'État. C'est parce qu'il y a eu de l'argent de l'État versé à la province et au gouvernement qu'on a pu faire ça derrière. Donc on voit bien qu'on vit aujourd'hui uniquement du financement de la République française. Et donc, je mets ça en lien avec aujourd'hui les Merlin l'Enchanteur et les experts juridiques qui veulent amener la Nouvelle-Calédonie vers l'État associé ou l'indépendance association. Moi, je dis attention, il y a une chose de très claire. Si on va aujourd'hui vers une indépendance associée ou un État associé, tout ça, c'est fini. Parce qu'il ne faut pas croire aujourd'hui que l'État va financer des choses en Nouvelle-Calédonie, quel que soit notre statut politique. Je suis désolé, on a déjà payé suffisamment cher notre autonomie actuelle. Si on nous a prêté de l'argent pour payer nos vaccins, c'est qu'on était compétent en matière de santé. Si on nous prête de l'argent pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on est compétent en matière de développement économique. Il y a un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas déconnecter la question institutionnelle de la question économique. Est-ce que c'est quelque chose dont vous arrivez à discuter avec les indépendantistes, avec je l'ai dit à mon collègue Chibaou. Oui. Je l'ai dit à mon collègue Chibaou qui est sensible sur la question économique et sociale. C'est un indépendantiste, parce qu'on voit qu'il y a des indépendantistes qui s'en moquent de l'appauvrissement des gens. Monsieur Chibaou, ce n'est pas quelqu'un qui s'en moque. Donc je lui ai dit, attention, Emmanuel, j'ai dit, tu demandes plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie, mais dans le même temps, tu t'inquiètes des frigidaires vides de la population calédonienne. À un moment donné, ça ne marche pas ton truc. Parce que quand on va dire, imaginons qu'on prenne ton projet d'État associé. Si tu crois qu'au moment de l'arbitrage à Bercy, le ministre des Finances va dire « Écoutez, il me reste que 2 milliards à répartir sur les territoires d'outre-mer », qui va répartir équitablement les 2 milliards d'euros entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer, et à la fin, entre cette espèce d'État associé bizarroïde, mais les 2 milliards d'euros, on n'en verra pas la couleur. Et sur les compétences régaliennes qu'on aurait, nous, Calédoniens, qu'on déléguerait derrière à la France, comme par exemple, je ne sais pas moi, la sécurité, croire qu'on aurait le même nombre de gendarmes et de policiers qu'aujourd'hui en étant un État associé, c'est faux. C'est faux. Moi, je le vois bien, pareil, comme je vous dis tout à l'heure, je suis à la Commission des Finances. Ils cherchent 40 milliards d'euros d'économie. 40 milliards d'euros d'économie. Si nous, on prend le risque d'être plus autonome, d'être plus indépendant, on va en payer les conséquences concrètes pour le quotidien des Calédoniens. Aujourd'hui, il faut comprendre que tous les services publics que vous voyez autour de vous, ce que font les communes, ce que font les mairies, ce que fait la province, ce que fait le gouvernement, c'est grâce à l'argent de la France qui est arrivé. Voilà. Donc, je veux vraiment convaincre les gens de ça, parce que j'entends, moi, des Calédoniens qui me disent « Écoute, finalement, c'est peut-être pas si mal le truc de Valls, non, mais l'État associé comme ça... Mais c'est la pire des erreurs à faire. Donc je conçois qu'on veut tous un accord politique, parce qu'effectivement, la première base de la relance économique, c'est de stabiliser la Nouvelle-Calédonie et de lui donner des perspectives. Mais attention, un mauvais accord peut avoir des conséquences pires qu'un pas d'accord. Voilà ce que je veux dire. Le projet nouveau d'Emmanuel Macron doit, à votre avis, prendre en compte cette réalité économique, et c'est dans l'état d'esprit du chef de l'État? Oui, d'ailleurs, on sait bien qu'Emmanuel Macron, et je m'en excuse auprès de lui, mais les sujets régaliens le passionnent moins que les sujets économiques, clairement. D'ailleurs, le président de la République, lors de mon entretien, il m'a parlé la moitié du temps de la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie et de la situation du nickel. Voilà. C'est quelqu'un qui est passionné par le développement économique. C'est un ancien banquier. Donc ça,
c'est l'avantage, si vous voulez, de ce président de la République, c'est que quand on va aller à Paris pour parler de notre statut, de l'avenir institutionnel, on va pouvoir aussi demander des choses sur la partie économique et sociale. Parce que le président de la République a dit, bon, il y aura, je serai là évidemment, mais il y aura le ministre des Outre-mer, mais il y aura tous les autres ministres. Le ministre de l'Intérieur pour les questions de sécurité, le ministre de l'Industrie pour la question du nickel, et Bercy pour les questions de finances. Donc on voit que si nous, responsables politiques calédoniens, on est suffisamment malins et organisés, on peut sortir de la séquence de Paris avec un accord politique qui redonne de l'espoir aux gens en Nouvelle-Calédonie et des moyens financiers pour relancer l'économie calédonienne et reprendre un développement harmonieux de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je crois fortement à ça. Oui. Bercy qui demandera de toute façon et qui continue à demander des réformes en contrepartie des aides qu'apporte l'État, ça vous paraît normal? Et est-ce qu'on va être capable de les faire, ces réformes? Non, mais à un moment donné, pardon. La grande mode aujourd'hui, c'est de dire, ah oui, la situation n'est pas géniale, mais c'était déjà pas génial avant le 13 mai, donc il faut Non, vraiment qu'on se reprenne en main. non, ils peuvent pas dire ça. Moi, on est en combat. Voilà, par exemple, un des travaux que je mène à Paris et qui n'est pas visible, mais Bercy ne peut pas dire aux Calédoniens, c'était déjà la crise avant les émeutes. Pardon, oui, il y avait une crise économique liée à la concurrence du nickel des usines placées en Indonésie. Mais il n'y avait pas eu des émeutes qui avaient détruit 15% du PIB. Pardon, mais ça n'a rien à voir. Oui, on était en difficulté économique avant les émeutes. Les émeutes, elles, nous ont rendus au niveau d'Haïti. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être raisonnable quand on compare les choses. Et donc, moi, je leur dis, vous ne pouvez pas demander, en contrepartie de l'aide que vous apportez aux Calédoniens, d'augmenter les impôts et de prendre des mesures qui soient encore plus dures pour le pouvoir d'achat des Calédoniens dans un moment où ils n'ont plus d'argent. Aidez-nous à relancer la machine, aidez-nous à regagner de l'argent, et dans 3, 4, 5 ans, lorsqu'on aura rempli nos poches, on pourra peut-être fournir des efforts nécessaires. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de demander des efforts aux Calédoniens. Ils ont les poches vides. Dans ce contexte, et pour conclure, Nicolas Mézorff, est-ce que franchement vous croyez, allez, donnez-nous un peu d'espoir peut-être, est-ce qu'un accord est possible? Est-ce qu'on va sortir de cette situation, de cette espèce d'impasse dans laquelle on a l'impression d'être depuis des mois, voire des années maintenant? Alors, peut-être pour vous paraître surprenant, moi je suis plutôt serein et optimiste. Je vais à Paris et nous irons à Paris pour trouver un accord politique, un accord qui soit bon pour la Nouvelle-Calédonie, qui soit bon pour la France de manière générale. Et je crois que c'est possible parce que la dernière fois à Déva, tout le monde voulait un accord politique, y compris les indépendantistes. Et c'est le projet posé par le ministre Valls qui a casser cette possibilité d'un accord politique, puisqu'il a enfermé les indépendantistes dans une position. C'est pour ça que le président de la République parle d'un projet nouveau. Et donc moi, je crois que c'est possible, je crois qu'on est capable de trouver un accord politique qui respecte le résultat des 3 référendums, un accord qui soit dans la France. De toute façon, c'est l'engagement du président de la République. Et donc, je veux dire aux Calédoniens aujourd'hui que malgré l'information qui a fait l'effet d'une bombe ce matin, la libération de Christian Théin, que les choses ne sont pas perdus. Voilà. Et nous, on est fondamentalement déterminés à faire en sorte que les choses ne soient pas perdues. Moi, mon combat politique, il a commencé il y a longtemps. Les Calédoniens m'ont fait confiance 2 fois pour les élections législatives. C'est pas pour que je baisse les bras au bout de 3 ans de mandat. Donc, je pense que sincèrement, les choses vont aller dans le bon sens à partir du moment où c'est le président de la République lui-même qui pilote le dossier, à partir du moment donné où les choses sont claires et que aujourd'hui, l'ensemble des acteurs veulent trouver un accord. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour revenir de Paris avec des bonnes nouvelles. Eh bien, vous nous tiendrez informé de quand vous partirez à Paris, quand il y aura les invitations lancées, effectivement, par Vous serez la première informée, comme d'habitude, Elisabeth Nord. Je vous en remercie, monsieur le député. La fin de ce magazine Transparence. Merci de l'avoir écouté.